Bienvenue à nouveau sur ce programme dans le cadre justement de votre programme Libre Expression. Nous vous l'avons dit, en ouverture, on marquera également un arrêt pour aller du côté du sud du Cameroun, dans la vallée du Thème, plus précisément au lieu dit Meyo. Cette semaine a été marquée par des fortes violences entre populations. Au début de l'action, Abel et Limbi Lobé, on parle de certains déplacés internes qui se sont retrouvés de ce côté et qui ont commencé à s'aimer une forte insécurité. On a perdu un autochtone. 3-4 jours après, un autre a également été tué dans les mêmes circonstances à l'aide de la machette, ce qui a créé le courroux des populations autochtones qui ont pensé qu'il s'agit tout simplement de ces déplacés internes qui commettent ces actes-là. Il faut dire à Abel et Limbi Lobé qu'il n'y a pas que le cas Meyo. Il y a quelques mois, je pense que c'est Blériot qui en parlait déjà du côté de Boumiébel. On a connu la même situation. Du côté d'Ayos, on a aussi connu la même situation du côté de Pouma. Et ce matin, Libre Expression pense que le problème devient de plus en plus sérieux au Cameroun. Il faut poser ce problème et globalement parler du vivre ensemble. Oui, mais avant les événements de Meyo, en 2019, il y a des affrontements à Samélima. Est-ce que vous mettez ça dans le compte des déplacés internes? En 2019, il y a eu des problèmes de même nature à Samélima. En 2021, à Tonga, il y a eu des événements là-bas. Ce n'était pas allogène contre autochtone. C'était des gens qui vivent ensemble à Tonga, qui sont de la même grande communauté. Et il y a eu des problèmes de cette nature. Vous n'avez pas oublié à Magba, dernièrement, à l'approche du Ngon, ou je ne sais pas, peut-être après le Ngon, à l'approche du Ngon, il y a eu des saccages partout. Cela veut dire que des deux choses l'une. Soit tous ces événements-là ont des typologies différentes. Alors il faut les analyser comme tels, chacun avec ses causes. Soit ces événements ont un dénominateur commun. Et je suis de ceux qui pensent que tous ces événements ont un dénominateur commun qui n'a rien à voir avec le vivre ensemble. Ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble. Parce que si c'était une question d'allogène autochtone, on n'aurait pas eu ce problème donc à Tonga. On n'aurait pas eu ce problème à Magba, etc. Je pense qu'avec les Limbi Lobé, il faut qu'on se comprenne très bien. Pour ce matin, nous avons vraiment ce cas. Il faut qu'on soit un peu plus clair. Oui. Je attendez. Une analyse courte, sommaire. Et Limbi Lobé, le problème de ce matin est le suivant. Il se trouve qu'il y a des déplacés internes qui ont envahi certaines localités au Cameroun. On vous a cité le cas Boumiébel, Pouma, Ayos, maintenant Meyo. C'est-à-dire qu'ils arrivent de ce côté et ils commencent à agresser les populations qu'ils sont venus retrouver. Et il y a même des morts. Et on vous dit que pour le cas Meyo, on a tué un autochtone. 3 jours plus tard, on a tué un deuxième. Et tous les indicateurs démontrent que ce sont ces personnes qui sont venues ailleurs, qui viennent tuer les autochtones. Donc, voilà un peu la problématique de ce matin. Et je suis là en train de vouloir savoir si, avec ces faits, le vivre ensemble n'aura pas sérieusement des soucis. Mais vous avez maintenant bien compris le sujet? Oui, je suis en train de vous répondre en vous disant que ce n'est pas une question. Ce qui se passe à Meyo, nous avons des morts. Ceux qui s'en vont se faire justice, est-ce qu'ils ont établi que ce n'est pas des morts tués par des enfants même de Meyo? Ils ont été, ça c'est établi. Qui a établi que c'est les allogènes venus du sud-ouest ou du nord-ouest qui les ont tués? C'est sommaire, c'est péremptoire. Nous avons des gens. On a le cas Boumiébel, on ne peut pas dire c'est péremptoire, où on a arrêté des individus. Oui. Blériot va peut-être aller en détail tout à l'heure. Oui.
Je reviens, laisse-moi donc finir. Laisse-moi finir. Tu sais, j'arrive en Côte d'Ivoire en 89. Et il y a de la criminalité, il y a une grande insécurité. La Côte d'Ivoire, Abidjan en particulier, est un lieu d'atterrissage de l'immigration sous-régionale. Et du coup, tout le monde voit les Ghanéens, tout le monde voit les Burkinabés, tout le monde est fâché. Et on fait commande d'une étude. On s'en va, on regarde dans les commissariats de police tous ceux qui sont arrêtés pour les problèmes de crime, qui sont en instance de justice, etc., etc. Et on se rend compte que ce n'est pas les Ghanéens. On se rend compte que c'est les Ivoiriens eux-mêmes. Donc nous devons faire attention à des phénomènes qui sont l'expression de la paupérisation. Vous avez une guerre qui provoque des déplacés internes, qui sont pour la plupart des pauvres, qui là où ils sont accueillis, ont des comportements de pauvreté. Ils rencontrent sur place des hordes de pauvres, qui sont des autochtones pauvres, désœuvrés. C'est dans ce milieu-là qu'on a des bombes à retardement qui explosent. Il ne faut pas voir ça en termes de incompatibilité entre les arrivants et les accueillants. Il faut voir ça en termes de malaise social qu'une crise politique au nord-ouest, au sud-ouest génère et qui se répand dans tout le pays, mais qui vient s'ajouter à un autre malaise qui, lui, il est dû depuis très longtemps à la mauvaise gouvernance. C'est compris. Saint-Éloi Bidou, je vous passe également la parole pour que vous puissiez poser votre analyse sur ce nouveau phénomène au Cameroun, où de manière régulière, ceux qui sont arrivés dans beaucoup de localités commencent à perpétrer des actes d'insécurité. Je crois que, pour revenir à votre thème sur le vivre ensemble, les menaces qui pèsent sur le vivre ensemble, je suis de ceux qui croient que les Camerounais aiment vivre ensemble. Parce que si j'essaie de dresser la carte de visite politique du Cameroun, vous vous rendrez compte que le Cameroun, à lui tout seul, réunit tous les ingrédients possibles pour que des divisions s'installent entre les communautés. Le Cameroun, c'est 475 000 km². Le Cameroun, c'est des anglophones, c'est des francophones. Le Cameroun, c'est 284 ethnies, 350 partis politiques. Le Cameroun, c'est des chrétiens, des musulmans, des églises, des veilles, des réveils, des endormis, tout ça. Tout ça, c'est le Cameroun. Et le Cameroun, c'est 65 ans d'indépendance. Jamais on n'a recensé en 65 ans une guerre intercommunautaire. Vous me parlerez certainement de ce qui se passe entre les Arabes Chouas et les Kotoko. Ce n'est pas une guerre culturelle, c'est juste l'espace de culture et de pâturage. C'est ça qui amène souvent des malentendus. Je voudrais donc dire que on a vécu le phénomène de déplacés. Ce n'est pas aujourd'hui. À Mbam, dans les années 60, on a déporté les Bamous dans ce département de la vallée du Thème. Ils sont encore nombreux de ce côté. Des Bamous originaires. C'est-à-dire quand il te dit que je vais au village, il va à Menio. On a connu ça. Et souvent, il y a des chocs culturels, mais l'État finit toujours par les remettre. Et c'est ça qui me conforte dans ce que le président Ahidjo avait appelé l'unité dans la diversité. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
les déplacés internes, ils viennent comment? Et ça, c'est quelque chose. J'invite les politiques à se pencher dessus. Si vous quittez Yaoundé, vous arrivez dans le Nyong Mfumu. Dans le Nyong Mfumu, tout a été acheté par les déplacés internes. Toutes les terres, en milliers d'hectares. Et ça se passe devant tout le monde. Et ils viennent avec leurs habitudes et les bêtis n'ont pas la culture de la belliquescence. Par contre, d'autres ont ça dans leur culture et dans leur ADN. Et je vous assure que ce n'est pas facile. Moi, j'ai trouvé quelqu'un là-bas, un déplacé interne, un grand mécanicien, qui est venu, il m'a monté le truc. 3 semaines après, je viens pour lui dire merci. On me dit qu'il a tué la femme de son voisin. Il a égorgé la femme de son voisin. Elle est en prison. Donc, il y a certainement un problème, le grand banditisme. Bien sûr. Le grand banditisme est en train de se mettre en place. Mais des soupçons pèsent sur les déplacés internes parce que le mode opératoire dans ces crimes n'est pas celui nous on connaît chez nous, c'est l'embolisme. On finit avec toi. Mais l'embolisme, c'est quoi? Ouais, ça c'est on connaît pas la matière qui parle. On connaît pas la matière qui découpe. Et vous voyez, les gens ont des comportements, des gens qui disent que on a déjà tellement vu ça, on a déjà tellement fait ça, que le sang ne leur dit plus rien. Il faudrait que l'État essaye d'avoir une cartographie des déplacés internes dans chaque département. Laissez passer. Le préfet, non, le préfet du Nyong Mfumu, le préfet du Nyong Mfumu, a la mention, et il est tombé sur 3 gangs, déjà, des gangs qui arrivent, ils opèrent et ils repartent. C'était le cas d'Ayos, le gars à Kono Linga Centre. Donc c'est un problème de sécurité publique. Très bien. Qu'il faut régler. Un problème de sécurité publique qu'il faut régler. Professeur Owenengini, est-ce qu'il ne faut pas se dire que la situation devient de plus en plus préoccupante et qu'il va falloir que l'ordre gouvernant prenne véritablement ses responsabilités? Parce que là, il y a de plus en plus des personnes qui sont tuées. Merci de me donner la parole. Vous savez, les questions dites de vivre ensemble sont des questions à la fois délicates et complexes en fonction des environnements sociaux dans lesquels on se trouve. Le Cameroun, comme la quasi-totalité des sociétés africaines, fait partie de ce qu'on appelle en anthropologie les sociétés plurales, c'est-à-dire les sociétés qui ont une forte composition hétérogène, des sociétés dans lesquelles il y a des segments culturels qui ont des signes distinctifs assez forts, mais en même temps, et c'est ça le paradoxe, qui sont quand même reliés entre elles. La crise du Nozo doit encore faire l'objet d'une analyse approfondie dans la manière dont elle se diffuse dans les autres foyers régionaux du Cameroun à travers justement le mouvement des déplacés internes. Et je peux vous dire que c'est une question assez sensible parce que c'est déjà en train de créer des problèmes à un certain nombre d'endroits. Si vous prenez la Meufou à Kono, vous prenez la Meufou à Famba, vous prenez le Mfundi, vous prenez le Nyong Ekele, vous prenez le Nyong Eso, vous prenez l'océan, on voit déjà des manifestations, vous prenez la Sanaga maritime, on voit déjà des manifestations de cette crise. Pourquoi? Parce qu'il y a à la fois des chocs culturels et des chocs structurels quand les déplacés s'installent à tel ou à tel endroit. Ils viennent d'autres espaces. Ils ont d'autres systèmes d'habitude.
ils viennent maintenant trouver des communautés qui sont installées là depuis longtemps, qui ont effectivement leur manière de vivre, et les manières de vivre se heurtent. Et on voit comment que ça se heurte, parce qu'effectivement, ces gens venant de zones conflictogènes ont une très forte agressivité. Et M. Niemek le sait. Si vous voyez des gens d'autres communautés arriver dans les terroirs Bassa et menacer les Bassa qui ont un fort attachement à leur terroir, ça veut dire que le niveau d'agressivité de ces gens est très fort. Parce que s'il y a quelque chose qui est particulièrement risqué, c'est d'aller menacer un Bassa dans son boum, dans son con. Mais vous voyez, avec une grande agressivité, ça, il y a des conflits déjà à Boum Yebel. Moi, j'ai un oncle qui en est mort à Pouma, en Kondjok, de ces tensions-là. Ces tensions se manifestent également dans ce que M. Bidunga a évoqué. Et c'est en fait la problématique générale foncière. C'est-à-dire que les déplacés arrivent, comme ils ont d'autres systèmes de perception et d'évaluation de la terre, ils se lancent dans des dynamiques d'accaparement qui auront nécessairement des résurgences en termes de résistance des communautés dites autochtones. Parce qu'eux, ils viennent de régions qui ont une autre configuration, à la fois au plan géographique et même dans la manière de percevoir la terre. Et ce problème-là, dans tous les départements que je vous ai signalés, c'est déjà un problème que les pouvoirs publics connaissent. Et face à cela, il faut prendre des mesures. Sinon, on va avoir, dans un futur relativement proche, une nouvelle crise qui ne sera pas la crise du Nozo, la crise anglophone, mais qui sera née de la manière dont des effets de la crise anglophone se sont diffusés. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de questions, justement, communautaires, puisqu'on a noté, si je pense que c'est M. Elimbi Lobet qui notait dans le cas spécifique de Tonga, qu'on a eu là-bas, et ça a été même paradoxalement la forme la plus violente des tensions alors qu'en fait, quand on prend les grands blocs culturels, ce sont des populations qui sont relativement proches par les manières de vivre, par les formes culturelles et civilisationnelles. Tout cela pour dire, pour terminer, que l'État camerounais doit prêter attention à cela, parce que nulle part, monsieur Haïssi, les gens ne peuvent se déplacer sans que ça ait des implications sur la manière dont ils vont recomposer les tissus sociaux dans les endroits où ils arrivent. Donc il y a tout un travail qu'il faut conduire pour éviter que ça crée des conflits supplémentaires. Et dans un pays divers comme le Cameroun, si on ne fait pas attention, ces conflits-là peuvent se renforcer dans le temps et nous exposer à des situations très difficiles. Mais il n'y a pas de fatalité. Il faut également, justement, tout un travail pour permettre aux gens de savoir vivre ensemble. C'est-à-dire, quand vous arrivez à un endroit, il faut que vous sachiez comment les gens y vivent, et en même temps, les gens qui vous accueillent doivent savoir comment vous vivez pour que vous puissiez trouver des compromis. Si vous ne voulez donc pas faire ces compromis, il y aura des conflits. Merci, professeur. Robert Wafo, est-ce que avec ces faits que nous avons énumérés sur ce plateau, il n'y a pas crainte, qu'est-ce que je mets ici dans crainte, que dans certaines localités, lorsqu'on verra encore quelqu'un qui arrive subitement comme ça un beau matin, qui est un déplacé interne, qu'on commence à le regarder, excusez l'expression, d'un mauvais œil, qu'on commence à avoir une très grande suspicion et même une forte peur. Est-ce que ça ne va pas mettre progressivement sur pied, j'ai peur de dire, un mécanisme pour bloquer des déplacés internes? Est-ce que ce n'est pas le risque? Voir le problème sur ce prisme uniquement, moi je dis c'est un peu réducteur. Oui. Vous savez, ce problème naît de quoi? De la malgouvernance. Pardon. Le peu que le peuple attend, il ne reçoit pas. Ce qui fait que quand quelqu'un donc arrive, peut-être il pose un acte, on met ça, c'est-à-dire au lieu plutôt de voir la personne qui a posé cet acte, on globalise plutôt. Notre constitution est que nul ne doit être inquiété en raison de son origine ethnique. D'où vient-il que quelqu'un pose un acte?
qui a condamné. Et puis on stigmatise la communauté à laquelle il appartient. Et tout ça dans l'indifférence totale. Vous avez vu les images de Meyo. On a vu des forces de maintien, donc des gens en tenue, qui assistaient en spectateur, ils regardaient comme ça. Mais est-ce que c'est normal? D'un de deux, les élites du coin, je n'ai pas entendu quelqu'un parler. Condamné. Quand vous ne condamnez pas quelque chose, que vous êtes une élite, quand vous ne condamnez pas un acte qui est répréhensible, mais vous encouragez plutôt cet acte. Ce conspiratisme, on va dire que c'est conspiratisme, mais je dis, c'est une faute. Quelle autorité en a parlé? Le passé, par exemple, le Minat. Lui qui est si prompt à venir ouvrir les yeux, à parler de Moulinex. Où sont passées les élites de ce coin, donc du sud? Le président de la République lui-même, quand il y a une situation pareille, pourquoi il ne se lève pas? Pourquoi il ne s'adresse pas à la nation? C'est écrit où qu'il doit seulement s'adresser, c'est le 10 février et le 31 décembre. Le 31 décembre et le 10 février. Et le 10 février, c'est écrit où? Dans des pays normaux, des pays qui sont vraiment dirigés, quand il y a des situations pareilles, le président de la République peut même descendre sur le terrain, et à défaut de descendre, il peut faire un discours bref, même de 5 minutes. Il demande aux gens d'arrêter, de stopper ça. Encore qu'il s'agisse de sa région natale. Mais on laisse faire. Et le peuple, dans tout ça, quand le peuple se rend compte que, bon, l'élite ne dit rien, le peuple se sent encouragé, donc les autochtones se sentent encouragés, n'est-ce pas, dans leurs actes répréhensibles. Le problème est là, c'est la malgouvernance. Vous croyez que si chacun avait le peu qu'il attendait de l'État, vous croyez que quelqu'un qui vaque à ses occupations tous les jours peut avoir le temps, n'est-ce pas, ou alors l'esprit de perpétrer un acte pareil? Des actes pareils? Le problème est là. Vous tombez malade, vous n'arrivez pas à vous soigner. C'est à peine que vous trouvez de quoi mettre sous la dent. Quand vous avez un SMIC, celui-même qui travaille, on dit le SMIC c'est de 41 000 francs le mois. Il suffit d'une petite étincelle pour que, bon voilà, ça s'embrase. Donc le véritable problème est là. Vous êtes malade. C'est à peine que vous vous soignez. Ce n'est pas les déplacés internes, par exemple, qui ont fait que dans un pays comme le nôtre, qui a un médecin pour 12 000 habitants. Robert Wafo, je vous relance. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème de gouvernance que je vais donc partir c'est le premier problème. Attendez d'abord, je vais donc partir de Yaoundé, j'arrive, je ne sais pas moi quoi, à Tonga, et je commence à tuer les gens. Je dis le simple fait. Je dis d'abord tuer n'est pas normal. Il faut sévèrement punir ceux qui commettent de telles exactions. Parce qu'ils endeuillent les familles. Ils endeuillent les familles. Et j'en profite pour adresser mes condoléances aux familles si durement éprouvées. Très bien. Par la perte de l'un de leurs. Mais je dis, le problème est profond. Mais l'élite sert donc à quoi? L'élite sert à quoi? Mais imaginez un peu, et je vais même plus loin. Oui. Si ça avait été un ressortissant, par exemple, du Sud, qui avait, par exemple, perpétré un acte dans une autre région et qui avait eu le même cas, que n'aurait-on pas dit? Que n'aurait-on pas dit? Mais vous avez cité des cas qu'il y a eu ailleurs. Mais il n'y a pas eu ce genre de manifestation contre la communauté à laquelle appartient le meurtrier. Ça pose un véritable problème. Moi je dis ceci. C'est même pas le conspiratif. Je peux même dire que les gens encouragent même cela. Comment se fait-il que toute une région, un fait pareil, un assassinat aussi crapuleux, que les élites ne disent rien? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez lu le livre du gouverneur Abakar Mahamat. Il a dit beaucoup de choses. Allez relire son livre. Très bien. Merci. Donc les gens doivent cesser. On va jeter. Écoutez, les ressortissants du Sud doivent cesser de croire que le Sud, la région du Sud, c'est une région à part.
C'est une région comme toutes les autres régions. Et plus encore, ceux qui doivent même prêcher le plus, par exemple, parce que c'est les élites de cette région. Parce que le président de la République, c'est sa région natale. Mais c'est grave. Vous l'avez dit, hein? Et on a bien compris. Voilà. On passe la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot, quel est le regard que vous posez justement sur ce nouveau phénomène qui gagne en intensité, qui monte en puissance au Cameroun? C'est vrai que c'est pas la première fois que vous et moi nous posons ce genre de problème sur ce plateau qui remet en exergue le vivre ensemble. Alors, parfois ici, vous avez fait la stratégie, vous m'avez donné la parole après mon excellent aîné Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo a répété à satiété, c'est la région natale du chef de l'État. Que font les élites du Sud? Ça veut dire qu'originellement, le Sud, c'est la région de quelques-uns. Je suis enseignant de logique. C'est le même Jean-Robert Wafo qui vous dira dans une autre intervention un jour, il n'y a pas les autochtones, il n'y a pas les halogènes, il faut enlever ces termes-là. C'est une mauvaise façon de prendre la chose. Pour constituer bien les tissus sociaux, il faut que chacun soit à sa place. Il faut qu'on explique aux gens comment ça fonctionne. Je vais parler de Boumibel après. Parfait à ici, il faut que dans ces différentes régions, les populations qui arrivent soient accueillies d'une certaine façon. Qu'elles soient organisées d'une certaine façon, qu'elles rendent compte, qu'elles se désignent par exemple des chefs de communauté. Parce que ce sont leurs chefs qui les connaissent mieux, qui peuvent mieux les organiser. Et ces chefs doivent être des gens qui sont désignés sur la base d'un certain nombre de qualités. De consultation interne de la communauté. C'est comme ça. On ne peut pas vivre cette hypocrisie. Et ce que toi et moi nous disions, c'est nous continuons de jouer comme ça. C'est pas l'État. L'État ne peut rien faire. Hein. La réalité va dépasser l'État. La réalité va dépasser l'État. L'État sera dépassé. Nous avons par exemple des administrateurs aujourd'hui civils qui ne font pas leur travail. Quand les gens arrivent, on se contente de prendre de l'argent ici et là, les gens s'installent de manière désordonnée. Rentrons à l'époque d'Aïdou. Quand vous rentrez dans nos grandes villes, pourquoi vous aviez des quartiers à Oussa? Pourquoi vous aviez des quartiers Bamileke? Les anciens sont là. Ce n'était pas du tribalisme. C'était des techniques de contrôle. Des techniques de contrôle. On savait donc que les Aoussa, quand vous arrivez à Valmayo, vous avez le quartier à Oussa, vous avez le quartier Bamileke. On sait que, et le chef du quartier Bamileke est là. Le chef du quartier à Oussa est là. Quand l'autorité veut savoir ce qui se passe, elle a des relais. Mais vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Ouais, tu peux laisser que je... Vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Qu'il n'y a pas ces relais-là? Non, il n'y en a pas suffisamment. Dans le cas de Moyo, vous allez... Mais comment vous dites qu'il n'y en a pas? Non, pour les communautés qui s'installent, on est en train de... Alors, pour les communautés qui s'installent, il n'y a pas encore de relais. Donc, moi je dis donc, je vais vers dans ce cas-là. Je vous ai dit, ici à Yaoundé, vous savez comment c'est organisé. À Yaoundé, vous savez qu'on a un Bamileke qui est député à Yaoundé, non? Tout à fait. Paul-Éric Ndjomgwe. Mais vous savez que ce monsieur-là, qui est par ailleurs président de la communauté des élites de l'Ouest, a joué souvent un grand rôle tampon dans un certain nombre de stabilisation, des conflits souterrains que les gens n'ont même pas connus. Je dis que là-bas, ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on ne parlerait pas de communauté. Les communautés autochtones se sentent seulement attaquées. Mathias vous a parlé de Boum. Vous avez un groupe d'individus qui arrivent, se répandent de manière disparate. Et vous avez l'impression que vous êtes en train d'être encerclé. C'est la NAS. Alors, quand ça se produit comme ça, ce n'est pas l'État. Vous dites aujourd'hui que l'État devait agir en amont. Il faut qu'on organise. Ces déplacés internes-là sortent d'où? Si vous déplacez, continuez de vous amuser comme ça avec le problème. Hein. Toi, tu es ici, tu t'amuses. Ça ne résout pas le problème. Cet intellectualisme, ils sortent d'où? Ils ont rencontré d'autres communautés et il faut les organiser. C'est pas ils sortent d'où. Ils n'étaient pas attendus là-bas. Et là, non, ils n'étaient pas attendus là-bas. Attendez. Maintenant qu'ils sont là-bas,
Il faut qu'on les organise. Et s'ils viennent et qu'ils ne sont pas organisés, les populations qu'ils trouvent sur place peuvent se sentir attaquées de manière directe. Et les réactions vont être celles que vous avez vues là-bas. Donc moi, je préfère qu'on résolve le problème plutôt que de dire ils sortent d'où, pourquoi. Non, ce n'est pas à l'élite du Sud de résoudre. C'est à l'administration qui est dans le Sud. Et vous savez ce qui arrive souvent. Quand vous allez chez nous, est-ce que vous trouvez que l'administration qui est là-bas est l'administration des Bassas? Parlant du député Paul-Éric Djongo, vous avez bien parlé, vous avez dit qu'il est président, n'est-ce pas, des élites de l'Ouest à Yaoundé. Ah, bon. Et il fait un travail. Mais ce travail doit être relayé ailleurs. Pourquoi donc on ne fait pas ça? Mais pourquoi vous retirez les élites? Non, mais Éric Djongo est élu du centre. Il est un membre de la communauté de l'Ouest installé dans le centre qui a compris la nécessité d'organiser sa communauté et de l'encadrer. Et c'est pour cela que j'ai indiqué comment ça doit se faire. Il faut que les gens soient organisés et encadrés. Nous avons un seul pays. Mais je vais chuter par là ici, permettez-moi de parler. La question foncière. La question foncière qui est en train d'être gérée par l'administration de manière hyper légère. Cette question va être une bombe à retardement. Parce qu'entre des habitudes, des gens qui se disent que non, il faut posséder autant que possible si on a de l'argent. Et une administration qui ne mesure pas les risques auxquels elle s'expose elle-même, on va se retrouver dans une situation où les gens poussés dans leur dernier retranchement vont se comporter de manière barbare. Ça, c'est le risque que nous encourons. Donc, il faut réguler cette affaire. Merci, tout en disant que nous ne faisons pas la promotion de la barbarie. Non, nous décrivons ce qui arrive. Merci. Abel Elimilo veut absolument réagir. Je ne sais pas pourquoi. Allons-y, Abel. C'est la question. Saint-Éloi, qui est un autochtone globalement de cette région, nous informe que dans sa zone, les déplacés achètent toutes les terres. Et moi, je pose donc la question. Ces déplacés qui viennent d'une région qui était une région pauvre, comme toutes les régions du Cameroun sont d'ailleurs pauvres, qui n'avaient pas d'argent là-bas, qui n'achetaient pas les terres là-bas. Comment se fait-il que ces gens sont organisés maintenant? Ils ont beaucoup d'argent pour acheter toutes les terres. Il y a quelque chose là qui m'interpelle. Ils font comment? Quels sont ceux qui achètent ces terres réellement? Parce qu'on peut avoir des gens aux ressources douteuses qui sont chargés de faire cette conquête foncière-là et mettre les déplacés internes Attends, des gens qui n'arrivaient pas à cultiver, à avoir 10 hectares dans la région où ils sont autochtones. Ils arrivent maintenant dans la Mefou. Pour acheter des hectares de terre. Comment ça se fait? Bon, je prends d'abord cet aspect. Maintenant, je prends l'aspect des fonctionnaires. Comment les fonctionnaires font-ils pour accepter des modes d'immatriculation, d'appropriation des terres qui sont complètement en dérogation des principes? Parce que pour avoir un titre foncier par immatriculation directe, il y a des conditions qui sont prévues dans le décret de 2005, qui lui-même est un décret de 76 qui a été révisé. Vous n'êtes pas autochtone. Comment on immatricule pour quelqu'un qui vient de Tombelle, qui fuit la guerre? Il arrive dans le Lion de Foumou et il obtient une immatriculation directe sur 15, 30, 40 hectares. Comment? Vous parlez de 40. Ou bien des centaines d'hectares. 700 hectares. Avant la guerre. Parce qu'on prend pour prétexte que la guerre a fait en sorte qu'il arrive dans le Nyong et Foumou. Avant la guerre, il était au sud-ouest. Ou bien il était au nord-ouest. Il n'avait pas 700 hectares là-bas. C'est pour ça que je salue le doigté avec lequel Eyebe vient de traiter une affaire dans le camp. Ou quelqu'un qui vient de l'Ouest, où il n'y a pas de guerre là-bas, vient s'installer dans le camp, plus précisément dans le village, dans le canton d'Opina, se donne 5000 hectares
5000 hectares. Et les populations ont commencé à se plaindre. Parce que dans l'accaparement là, il détruit les plantations villageoises. Nous avons des photos des femmes qui se plaignent de ce monsieur qui vient, qui détruit les plantations sous le prétexte qu'il a obtenu la dérogation pour avoir une concession sur les 7000 hectares. Vous allez chuter avec. Et le ministre vient de clarifier ces choses en demandant l'arrêt de l'exploitation de son fameux complexe cosmétique de l'Ouest. Merci. Hein. Et je rappelle que je viens d'être informé de ce que, malgré la décision du ministre, les autorités locales ne sont pas en train de prêter main forte à l'application de la décision. Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer. Non, attendez d'abord, je passe avoir la parole, M. Wafo. Il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser. On passe avoir la parole à Robert Wafo qui n'est pas du tout d'accord avec ce que Limbi Lobe vient de revenir. Lui, il a une phobie des Bamileke d'abord. Ah bon? Oui. Là, c'est son problème là. Non, je dis il a une phobie des Bamileke. C'est aussi son problème. J'ai observé déjà ce plateau, je ne vais pas parler de ce deuxième. Mais vous voyez, quand il prend un exemple, il ne peut pas finir un plateau sans stigmatiser les Bamileke. Et il dit, c'est votre problème. Vous allez faire comment? Chaque fois, c'est les Bamileke, chaque fois. Monsieur Wafo, je te donne un fait, tu me parles du je te donne un fait. Qu'est-ce que tu voulais montrer tout à l'heure en demandant à la région du président d'être une région exceptionnelle, alors que tu lui dis que cette région n'est pas exceptionnelle? Monsieur, qu'est-ce que tu voulais faire? Depuis que vous parliez de cette affaire, de quoi? Laquelle? Que vous êtes des Bamileke, je vais vous rappeler une chose. On a concédé aux Chinois, dans ce pays, plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Vous avez jamais vu dénoncer cela. Vous n'avez jamais fait cette dénonciation. Mais je ne suis pas chargé de faire la dénonciation. Je fais que tout pour vous, je suis chargé de faire la dénonciation. Vous allez pleurer, ça ne changera rien. Mais tu vas pas empêcher les Chinois d'avoir 5 000 hectares. Donc vous préférez quelqu'un qui n'est pas camerounais à quelqu'un qui est donc camerounais? Mais en vertu de quoi tu me demandes? Tu es au courant que le Chinois a eu 5 hectares. Pourquoi tu me dénonces ça? Pourquoi toi tu me prends la bataille contre les Chinois? Moi je prends la bataille contre ça ne changera rien. Tu me mets sur le vous venez, ça ne changera absolument rien. Nous sommes en bataille contre les excès. Et quelqu'un qu'on en bataille contre les excès. Quelqu'un qu'on vous rien contre les Bamileke. On ne me fait pas rien. Moi je vous parle de cette s'il vous plaît. Voilà. Nous allons. Un minable tribaliste. Mais tu me demandais à la maison du chef de l'État de ne pas être exceptionnel. S'il vous plaît. Et tu lui demandes en même temps d'être exceptionnel. S'il vous plaît. Oui. Et alors ça résonne à quoi? Qu'est-ce que ça résonne à voir avec des déplacés? S'il vous plaît. Donc vous organisez le déplacement la région du chef de l'État. Est-ce que nous allons nous calmer? Ta gesticulation radioactive, donc vous pouvez même pas être radioactive. Robert, le sur vous. Et Teneur vous dit que donc Teneur vous dit le Bamileke est un Camerounais comme tous les autres. Robert, bien sûr, voilà, il faut que ça ne doit pas porter atteinte à la capacité des Bamileke, ça ne changera rien. Ça va changer. Vous comprenez une chose. Écoutez, vous comprenez une chose. Ça va changer. Vous êtes un minable tribaliste. Oui, je suis vous refuse pas. Tu demandes que la région du chef de l'État les déplacés vous confondez la tribalité et le tribalisme. Est-ce que vous pouvez nous calmer? La tribalité, c'est aimer sa tribu. Mais vous êtes tribaliste parce que vous détestez le Bamileke et vous ne pourrez rien. Pour le moment, moi, je ne